Conférence de rentrée de ce cercle des managers de l'immobilier, elle est particulière. Elle l'est doublement. Par son thème et sa gravité, on n'est pas allé le chercher très loin. Le thème, c'est la santé des marchés de l'immobilier. On peut bien dire, parce que les indicateurs sont là, qu'elle n'est pas bonne. Je vous donne quelques chiffres à la volée, je n'apprendrai rien aux quelques 1000 participants. Nous sommes un peu moins de 1000, je le dis pour nos débatteurs. Ils n'y sont pas pour rien, c'est certain, mais le thème y est pour beaucoup. On a une baisse des ventes dans le neuf, qu'on parle de collectif ou de maisons individuelles, autour de moins 40%. On a une baisse des transactions dans le logement existant qui est probablement de l'ordre de 30-35%. On a des indicateurs moins simples que dans le neuf, mais on sait qu'on a un retrait très important. Ça signifie deux conséquences. Plus d'un tiers des ménages français qui ne peuvent pas réaliser leur projet, qui ne réalisent pas leur projet, par comparaison avec les années récentes. Et puis, je n'ai pas de pudeur, je le dis, je crois qu'on le leur doit. C'est une grande filière professionnelle que celle de l'immobilier et du logement, de la casse sociale aujourd'hui aussi, avec des entreprises de promotion, de construction de maisons individuelles qui cessent leur activité, des licenciements déjà à l'œuvre, et puis même des événements moins visibles. On a aussi beaucoup de travailleurs indépendants, d'agents commerciaux dans la filière, qui commercialisent ces logements et qui, aujourd'hui, ne s'inscrivent pas à Pôle emploi, mais qui tout simplement sortent du marché parce qu'ils n'ont plus d'activité. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, sans le degré de protection sociale que peuvent avoir les salariés. Bref, des situations de détresse, mais on parlera du plus important, qui sont les ménages français. Alors, soirée exceptionnelle aussi, parce que notre nouveau ministre délégué au logement, Patrice Vergriete, a accepté, et je tiens à le dire qu'il l'a fait très spontanément, et au cœur du mois d'août, quand on l'a convié, il a accepté, sans condition, sans demander avec qui il débattrait ou de quoi il débattrait. Il vient à la rencontre de la filière professionnelle, et c'est déjà un égard dont on le remercie beaucoup. Je le salue. Bonjour, monsieur le ministre, cher Patrice. Et puis, des débatteurs qui ont spontanément aussi accepté d'être face au ministre, ce qui n'est pas rien, mais ce sont des figures de notre secteur. On a choisi des points de vue très complémentaires. Je voudrais remercier Frédéric Lahaye qui est avec nous. Frédéric, je vous renvoie pour en savoir plus sur chacun de nos débatteurs au site du Cercle, mais je dirais qu'elle est aujourd'hui la présidente d'Emmaüs Habitat. Elle a été aux responsabilités, on l'a connue auprès de deux grands ministres, prédécesseurs de Patrice Vergriete, Louis Besson, Marie-Noëlle Lienemann. On l'a connue auprès de deux premiers ministres, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, elle était la conseillère logement. Et puis, on peut dire qu'elle a consacré toute sa vie à ce secteur. Je ne vais donc pas citer tous ses postes. Et pourtant, à un autre titre qu'on invite aujourd'hui, elle anime la réflexion d'un think tank qui s'intéresse beaucoup au logement, qui s'appelle Terra Nova. Voilà, donc c'est en tant que apporteuse d'idées de manière très libre qu'on a souhaité qu'elle soit avec nous. Merci beaucoup. Bonjour Frédéric. Bonjour, voilà. Merci à vous tous. Et on a avec nous Christian de Kerangal. Alors, il fallait un regard avec la hauteur qu'un économiste peut avoir sur les événements du moment, avec bien sûr l'inflation, ses conséquences, et l'Institut de l'épargne immobilière et foncière que pilote Christian nous apporte à longueur de temps beaucoup d'informations sur ces sujets. Il a accepté de le faire ce soir aussi. Merci Christian. Merci beaucoup et bonjour à tous. Et puis, un représentant, bien sûr, de la filière professionnelle. Alors, c'était compliqué parce qu'on en voulait un, par souci d'économie. On n'a pas beaucoup de sièges. Et donc, il fallait trouver une figure qui représente une enseigne intégratrice, comme on dit, c'est-à-dire au sein de laquelle on trouve les grands métiers dont on va parler. On va parler de la promotion, on va parler de la construction, bien sûr aussi de la transaction, probablement aussi de manière dérivée de l'administration de biens. Et Marc Oppenheim est le
patron, le directeur général de Crédit Agricole Immobilier, qui fait tous ces métiers-là, qui finance aussi, bien sûr. Et alors, derrière Crédit Agricole Immobilier, à Crédit Agricole, peut-être qu'on pourra même évoquer les questions de crédit qui ne sont pas tout à fait indifférentes aujourd'hui. Bonsoir, Marc. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Le président du Cercle va nous dire un mot comme il se doit, Benjamin Darmouni, et ensuite on entre dans le vif du sujet, bien sûr, en commençant par le premier propos de notre ministre délégué au logement. Benjamin. Merci Henri. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à chacun des intervenants présents aujourd'hui, et en particulier à Monsieur le ministre pour avoir pris le temps de rejoindre notre cercle en ces temps cruciaux pour l'immobilier. Nous sommes ici parce que nous sommes à un tournant. Notre secteur connaît des défis sans précédent. Henri l'a rappelé, une chute des volumes de 30 à 35%, engendrant évidemment une baisse des prix. On annonce à Paris moins 4,5%, mais la réalité est bien pire. Et comme si cela ne suffisait pas, les obligations croissantes liées à la rénovation énergétique retirent de nombreux biens du marché de la location, exacerbant des difficultés de loger les Français. La dure réalité est que notre filière est en crise. Et si nous ne prenons pas des mesures concrètes et efficaces, nous nous dirigeons malheureusement vers une augmentation du chômage dans notre secteur à court terme. Mais aujourd'hui, avec votre présence et votre expertise, j'ai espoir que nous pourrons trouver tous ensemble des solutions durables pour surmonter ces défis. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, je n'ai pas rappelé le titre même, mais il compte beaucoup de notre débat. On a choisi d'interroger les débatteurs, de t'interroger par priorité. Alors, je m'autorise avec chacun d'entre vous, parce que c'était le cas avant ce débat, le tutoiement. Je vous le dis avec le plus grand respect pour chacun d'entre vous, en particulier pour le ministre. Que peut encore faire l'État pour relancer les marchés immobiliers? Le encore compte, je voudrais, je n'ai pas besoin de le dire pour ces débatteurs que vous êtes, je voudrais qu'on ait un débat extrêmement responsable vis-à-vis du ministre, c'est-à-dire que nous connaissons l'état de nos finances publiques, on sait les grands enjeux du pays. Il n'est pas question de dire aujourd'hui que l'État peut tout faire, qu'il peut agir comme il a pu le faire il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans pour les plus anciens d'entre nous. Donc le encore, évidemment, signifie la responsabilité que nous avons. Et puis par ailleurs, c'est vrai que de l'État, on attend, il a toujours été au rendez-vous de cette histoire-là, que dans les moments les plus difficiles, pour les ménages, pour la filière, accessoirement, il soit présent. Alors, changement de paradigme, il y a eu des déclarations déjà de ta part, Monsieur le ministre. Si je commence par les annonces les plus récentes, elles viennent de l'Élysée, du président de la République. Un grand projet de loi serait en préparation. Il serait la suite de ce CNR auquel on a reproché de n'avoir pas de suite. Mais par ailleurs, le projet de loi de finances, pour parler de budget, est en préparation extrêmement avancée. Je pense que l'encre est en train de sécher. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à y trouver? On a déjà entendu des choses de la part d'Elisabeth Borne elle-même sur le PTZ prolongé, sur le Pinel et la fin du Pinel. Il y a des volontés de la profession d'un statut alternatif auquel ton prédécesseur avait accordé une oreille favorable. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait? Et peut-être en contrepoint, qu'attend le gouvernement? Qu'attends-tu des professionnels eux-mêmes? Je crois qu'aucun de ceux qui sont là, je pense à Marc en particulier, ne rejette l'idée qu'il y a place pour de l'innovation, il y a place pour des changements aussi dans les pratiques, dans les mentalités, et bien sûr, tout ça sur fond de transition environnementale. Voilà, je te laisse la parole, et ensuite les autres intervenants, et puis on te relancera. Je précise que tu devras nous quitter en gros dans 3 quarts d'heure, et donc on va utiliser ce temps de la manière la plus dense pour t'entendre beaucoup, évidemment sans mépris pour les autres intervenants. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que je vais devoir vous quitter tout simplement parce que j'ai rendez-vous avec l'Union sociale pour l'habitat juste derrière, Emmanuel Cos, et donc je ne pourrai pas la faire attendre, évidemment. Pour répondre à tes questions, effectivement, moi aujourd'hui, au niveau du gouvernement, on est tout à fait conscient de la crise dans laquelle se trouve le secteur. Il n'y a pas de contestation sur les chiffres et sur l'état de la situation.
j'ai envie de dire, on pourrait débattre longtemps sur les causes, c'est-à-dire finalement, effectivement, la hausse des taux d'intérêt, le renchérissement du coût des matériaux, évidemment, ça paraît l'élément premier. Et d'ailleurs, à tel point que finalement, la France n'est pas le seul pays européen touché comme on est touché aujourd'hui. Quand on regarde finalement la situation de nos voisins, on a des choses finalement assez similaires. Mais peut-être ce qu'il y a de spécifique à la France, c'est peut-être le décalage qu'on a eu progressif, le décalage massif entre l'évolution des prix de l'immobilier et le pouvoir d'achat des ménages. Ça fait longtemps quand même que dans le secteur du logement, on s'inquiète de cette dérive et de cet écart de plus en plus important entre l'évolution des prix immobiliers et comme une sorte de bulle dont on a peur du krach à un moment donné, en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand les taux vont remonter et comment cet ajustement va s'opérer? Est-ce qu'il va s'opérer de manière violente ou pas? Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme cette bulle spéculative. À un moment donné, on a tellement peur qu'elle craque et le jour où effectivement elle craque, et ben voilà, on y est et la crise est grave. Et je pense que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, pour répondre à ta question, un petit peu la façon dont on essaie de lire la réponse, parce que évidemment, il ne s'agit pas de passer pendant des heures sur le diagnostic. On est dans cette crise et la première réaction à avoir, c'est évidemment la question de l'urgence et la façon dont on le traite. Il y a une chose que je veux écarter tout de suite, parce que j'entends parfois encore ce discours, malheureusement d'ailleurs, finalement, il n'y a qu'à laisser faire le marché et ça va se réguler tout seul. Je ne suis pas d'accord avec cette vision du monde. Le logement n'est pas quelque chose qui obéit à une logique de marché. Le foncier est quelque chose à caractère unique. Enfin, il y a des paramètres sur le marché du logement qui n'en font pas un marché, justement, à proprement parler. Et donc, ne rien faire n'est pas pour moi une option. Je le dis très clairement. Et je le dis d'autant plus fort que je l'entends parfois encore. Finalement, il n'y a qu'à laisser dégonfler la bulle, on n'a qu'à finalement aligner les prix, on va y arriver. Ben non, parce que ça génère de la rétention et ça ne génère effectivement pas une régulation du marché. Donc, il y a bien la volonté gouvernementale, et je vous le confirme, d'agir, d'avoir effectivement une dimension d'intervention publique. Cette intervention publique, j'ai envie de dire, on la pense avec deux temps. On la pense avec deux temps. Malheureusement pour moi, j'aurais aimé qu'un temps, le second, mais de fait, la conjoncture fait qu'il y a deux temps. Le premier temps, effectivement, c'est comment on va essayer de répondre à cette urgence, comment on va essayer de rééquilibrer le modèle économique de la production du logement aujourd'hui, comment on va essayer de relancer la construction, la production de logements neufs, parce que je pense que ça me paraît être la priorité, en assumant le fait que ce n'est pas forcément dans tous les territoires aujourd'hui qu'il faut construire. Il y a des territoires aujourd'hui qui ont des besoins de construction, qui ont des besoins de production de logements. Ce n'est pas tous les territoires aujourd'hui. Il peut y avoir effectivement d'autres types d'interventions sur des petites villes ou sur des marchés nettement moins tendus. Néanmoins, il y a des réponses à trouver à l'urgence. Et puis, un deuxième temps, j'ai envie de dire, qui est le cap que j'ai voulu me fixer, c'est plutôt une transformation en profondeur de la politique du logement, de la logique même de la politique du logement, de se dire, tu l'as dit d'ailleurs quelque part, Henri, dans ton propos introductif, tu disais l'État ne peut pas tout, ça me rappelle une formule d'un Premier ministre, mais plus que ça, j'ai envie de dire aujourd'hui, la politique du logement, il faut assumer la décentralisation, il faut assumer le fait que ce sont les acteurs de terrain qui sont en première ligne et c'est eux qu'il faut évidemment responsabiliser, à qui il faut Je rappelle, si tu me l'autorises, je ne l'ai pas dit, que tu étais encore maire de Dunkerque. Oui, depuis très longtemps. Voilà, mais on sait tous aussi que cette expérience de maire, évidemment, compte beaucoup pour ta réflexion. Voilà, et un clin d'œil, parce que on ne va pas se dire que des choses drôles. J'ai mis une cravate avec des encres marines, c'était en l'honneur de Dunkerque. Voilà. Je suis encore maire pour 2 jours, jusqu'au 14. 2 jours, bon, mais très bien. Non, effectivement, le cap, ensuite, c'est effectivement la décentralisation de la politique du logement, essayer de donner plus de capacité d'agir aux acteurs de terrain. Ce n'est pas simplement que les collectivités, j'ai envie de le faire aussi avec d'autres types d'acteurs de terrain. Et puis, évidemment, en laissant à l'État un rôle de stratège et de garant. Il reste la loi SRU à laquelle je tiens particulièrement. Tu connais mon passé, tu sais que j'ai été l'un des co-écrivains de cet article 55 de la loi SRU, l'hébergement d'urgence,
le modèle aussi du logement social, sont des choses qui sont extrêmement importantes à mes yeux. Et donc, évidemment, l'État a un rôle de veille et de garant sur un certain nombre de choses qui font nos valeurs républicaines. Voilà. Mais donc, je veux distinguer déjà deux choses dans la politique du logement. Trouver effectivement des réponses à l'urgence, parce que vous l'avez tous dit, et à la fois garder le cap de moyen terme, qui sera celui de la capacité d'action aux acteurs de terrain et en premier lieu les collectivités locales. Alors je reviens au premier point, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est en pleine phase de réflexion, de concertation, d'échange, de discussion pour savoir et repérer ce que peut être ce plan d'action pour répondre à l'urgence. Plusieurs choses. D'abord, je ne crois pas en une recette miracle, c'est-à-dire je ne crois pas à l'effet Cellier de 2008. Je n'aime pas trop ça parce qu'on sait à quel point les recettes miracles peuvent aussi générer des effets externes qui ne sont pas toujours très très positifs. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de regarder sur l'ensemble des points qui peuvent permettre de constituer une réponse à l'urgence, comment on peut essayer de travailler et améliorer les choses. L'accession à la propriété, oui, il y a un recentrage, mais comment on peut faire pour que les sites qui en ont le plus besoin, je pense aux sites en réindustrialisation, puissent quand même bénéficier de ce PTZ? Comment on peut réévaluer les critères du prêt à taux zéro pour qu'ils soient réellement efficaces dans un certain nombre de zones, parce que par le passé, ces critères n'ont pas été indexés et qu'aujourd'hui, ils ont perdu de leur efficacité. Donner la chance au bail réel solidaire. Je n'ai pas besoin de détailler ici, je pense que j'ai affaire à des professionnels. Donner la chance au bail réel solidaire, notamment dans les ventes HLM, on sait à quel point ça peut essayer de contribuer. Donner la chance aussi à des produits comme le logement locatif intermédiaire, essayer de développer ça. Pour compenser le Pinel, dont on sait qu'il y aura une perte d'investisseurs, notamment les investisseurs particuliers qui étaient exclusivement attirés par l'avantage fiscal, qui n'étaient pas forcément les investisseurs particuliers les plus intéressants pour le marché du logement, il faut le dire. Hein. Comme tu le sais, j'ai fait ma thèse sur les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement locatif et je sais très bien quels sont les investisseurs qui investissaient à travers les dispositifs fiscaux. Ce qu'on va perdre, je ne suis pas sûr que c'est ceux dont on a le plus besoin. Mais du coup, on en perd quand même. On en perd quand même et il faut trouver chez d'autres investisseurs la possibilité effectivement de venir sur le marché locatif et notamment le logement locatif intermédiaire. Nous sommes en train de réfléchir, je l'ai déjà dit, à l'opportunité de faire émerger des investisseurs institutionnels, je pense en particulier à des SCPI aujourd'hui, dans un contexte où l'immobilier de bureau est un peu moins attractif. Comment on peut essayer? Ils sont intéressés par l'immobilier résidentiel aujourd'hui, et de fait, puisque l'immobilier de bureau est moins attractif. Donc, ils ont envie de venir sur ce schéma, sur ce secteur de l'immobilier résidentiel. Comment on peut les encourager? On sait qu'ils raisonnent de manière très mathématique en termes de rendement. Eh bien, est-ce qu'on peut essayer de répondre de manière très mathématique en termes de rendement ou pas? En tout cas, c'est une opportunité. Tu as évoqué la révision du statut du bailleur privé. Nous y sommes lancés. Nous travaillons sur ça. On fera des propositions. On veut aussi travailler, mais là, je ne peux pas déflorer la discussion que j'aurai avec Emmanuel Cos tout à l'heure, pour voir comment on accompagne les bailleurs sociaux, pour effectivement à la fois réussir à tenir ensemble la rénovation des logements, son adaptation au vieillissement, et en même temps la production, et ne pas s'y satisfaire que de l'un des deux. La Caisse des dépôts va ou a déjà précisé que les bailleurs sociaux aujourd'hui n'avaient pas les fonds propres suffisants pour s'attaquer à la fois à la rénovation et à la production. Donc j'en discuterai avec Emmanuel Cos pour essayer de voir comment on peut répondre à ça. Essayer aussi de rassurer la profession sur la prolongation, plutôt le renouvellement du programme de rachat de logements par la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement. Ça a été une politique mise en œuvre en 2023, mais il n'y a aucun intérêt pour le gouvernement à arrêter ça au 31 décembre 2023. Et je veux rassurer la profession, en particulier les promoteurs qui sont parmi vous. C'est des choses auxquelles on réfléchit. Bref, pas détailler et déflorer tous les éléments sur lesquels on est en train de travailler, mais vous comprenez l'esprit dans lequel on se situe. Cette action de l'urgence, c'est essayer de repérer en fait finalement tous les segments de la demande, de l'offre, qui peuvent effectivement permettre de relancer la construction dans les sites où on en a le plus besoin. Essayer aussi de trouver des solutions pour l'arrêt de cette attrition de logements, notamment au profit des meublés touristiques. Dans les causes tout à l'heure de la sortie du marché locatif, M. Darmouni évoquait la question de la transition écologique. J'imagine
les logements en F et G, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'éviction vers les meublés touristiques aujourd'hui qui se pose dans les métropoles et la question de la régulation aussi de ce marché, peut-être aussi des redressements de fiscalité, c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille. Donc ça, c'est le premier point. Vous comprenez l'état d'esprit. Pas forcément une mesure qui devrait répondre à tout, mais plutôt essayer de travailler sur chacun des points et permettre d'améliorer les choses. Je n'ai pas parlé du foncier, on réfléchit aussi de la production du logement, quel que soit finalement le domaine d'intervention. Et je vous le dis, il y a encore d'autres choses sur lesquelles on travaille. Et puis l'étape 2, ça doit être effectivement le changement de logiciel de la politique du logement. J'ai parfois employé cette expression. C'est de dire finalement que au lieu d'une politique monopolisée par l'État, qu'on essaie de donner aux collectivités locales au niveau de l'AOH, donc essentiellement l'intercommunalité, mais pas simplement l'intercommunalité, notamment pour les communautés de communes, donner effectivement demain à l'AOH toute la boîte à outils nécessaire pour accompagner de la production de logements sociaux, développer de vraies politiques foncières, pouvoir réguler les différents marchés, pouvoir effectivement lutter contre la vacance. Voilà, enfin bref, je vais pas citer tout ce qu'on pourrait effectivement donner comme potentialité d'action aux collectivités locales, mais le but du jeu, c'est de se dire, je suis allé récemment à une chausseta au Pays Basque. Les élus du Pays Basque me demandaient l'encadrement des loyers. Et je leur ai dit à une chausseta, je leur ai dit, mais je me demande pourquoi le ministre, il doit exprimer le fait. Si vous voulez l'encadrement des loyers, ben faites-le. Faites-le, ça doit être une boîte à outils à votre disposition. Et puis, derrière, c'est vous qui l'assumerez devant les électeurs. Si demain, vous voulez réguler davantage les meublés touristiques, ben c'est très bien. Si demain, vous voulez mettre une taxe additionnelle sur les logements vacants, ben faites-le. Et puis, vous l'assumerez devant les électeurs. Je pense que cette question de la boîte à outils et de la responsabilisation des collectivités locales devant les électeurs, je pense que c'est absolument essentiel et c'est dans cette direction-là que je veux travailler. Pas simplement les collectivités, je pense qu'il faut donner aussi la possibilité aux entreprises d'être, alors pas simplement par le 1% logement, mais d'être directement en capacité d'agir sur le marché du logement. Moi, j'ai à Dunkerque, puisque je suis encore maire pour 2 jours, j'ai des gigafactories qui vont s'installer. Ils sont intéressés par le logement, ils sont même prêts à y investir. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément les supports pour le faire. De la même manière, sur le logement étudiant, la place des universités, etc. Donc, je pense qu'il faut donner des moyens aussi à d'autres acteurs que les collectivités de pouvoir participer à ce travail-là, effectivement, de relance, en tout cas pas forcément de relance, mais en tout cas d'apport positif à la politique du logement au niveau local. Et puis, je termine là-dessus, ça n'enlève pas à l'État un rôle. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure. Moi, je serai très attentif à l'application de la loi SRU. On accompagnera les villes carencées par des contrats de mixité sociale. Il est très important que chacun, devant un service d'intérêt général national, assume sa part, et apporte sa contribution. Je serai de la même manière attentif aux questions d'hébergement d'urgence. Là aussi, il faut que chacun assume sa part. Voilà, c'est une responsabilité locale. On ne peut pas avoir plus de responsabilités en tant que maire et ne pas avoir finalement plus de charges aussi dans ce qui est de l'ordre de la solidarité nationale. Voilà, donc, et puis il y a des choses auxquelles je tiens aussi, c'est le modèle du logement social. Je pense qu'il y a aussi des choses c'est un modèle unique, le modèle français, et j'ai envie qu'il soit valorisé davantage demain. Voilà, c'est un peu le cadre de la réflexion dans lequel on est. Alors évidemment, j'aurais pu développer sur tel ou tel thème, mais je pense que c'est pas le sens de l'échange. Vous avez compris un petit peu la philosophie dans laquelle on est. Essayer de trouver sur les différents éléments de ce qui constitue les fondamentaux de la politique du logement aujourd'hui, de la production du logement, de relancer la construction dans les sites qui en ont vraiment besoin. C'est un peu la première priorité, la priorité de l'urgence. Et puis ensuite, mettre en place une nouvelle politique du logement. Alors, je termine juste sur le calendrier, parce que vous avez évoqué, et tu as évoqué, Henri, cette question de l'annonce d'Emmanuel Macron de grands projets de loi.
C'est pas bon. Vous connaissez la situation à l'Assemblée nationale. Plus peut-être qu'un grand projet de loi sur le logement, et le président l'a déjà dit, ça peut être un ensemble législatif pour un certain nombre de mesures que j'évoquais là et qu'on a en tête. Il y a des éléments législatifs à mettre en place. Je n'ai pas évoqué, par exemple, la question sur les copropriétés et l'habitat indigne, par exemple. Il y a le rapport de Mathieu Hanotin et Madame Lutz qui va sortir très prochainement et qui servira de support à une concertation. On souhaite aller à des mesures législatives en la matière, probablement aussi financières et réglementaires, mais aussi législatives. Sur la question de la décentralisation, évidemment, ça passe par un projet de loi. Mais il y a une proposition de loi aujourd'hui d'Amélie Lemeur sur la question des meublés touristiques en particulier. Voilà. Donc, il y aura probablement un ensemble de textes législatifs qui va courir dans les mois qui viennent, plus que la grande loi qui va tout régler. Donc, quand il parlait de loi, je pense qu'il faut le voir avec un S, ou en tout cas de mesures législatives qui seront nécessaires pour accompagner un certain nombre d'objectifs de relance et même d'objectifs de changement de logiciel, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Merci beaucoup, un propos déjà très riche. Frédéric, alors je vais demander à chacun l'effort de la concision, je ne l'ai pas demandé au ministre, j'ai préféré la complétude, pour que chacun de vous, avant qu'il ne nous quitte, puisse parler. Moi j'ai évidemment des questions aussi, et puis on me parle de maisons individuelles à propos du prêt à taux zéro, on me parle de zones moins denses où il y a des besoins aussi pour la réindustrialisation, c'était une partie du propos de Patrice Vergrit. Frédéric, je te lance et puis ensuite on Merci. Merci Henri. Donc des réactions assez rapides. Tout d'abord, moi j'approuve à la fois le fond et la méthode. Si je reprends un peu ce qui a été dit, qui est déjà dans les conclusions du CNR un petit peu, je dirais que les choses vont vraiment dans le bon sens. J'ai une réserve, je le dirai après. En revanche, ce qui me paraît important, et vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, c'est la mise en œuvre et les conditions de mise en œuvre. Je prendrai 3 exemples. Le PTZ. Le PTZ, c'est un outil magnifique. Ça fait 30 ans que ça existe, ça se pilote par décret, ce qui est extrêmement important. Et, on rappellera le nom de son auteur, hein, Pierre-André Périssol. On va rendre à César. Voilà. Je veux dire, là, on est transpartisans sur le PTZ. Et donc, c'est un outil qui, justement, a une finesse qui permet de s'adapter à de nombreuses situations. En revanche, c'est très important de bien le calibrer, savoir si c'est un peu de la technique, hein, mais est-ce qu'il faut faire plutôt de la quotité? Évidemment, quand on a des taux à 5%, ce n'est pas du tout la même chose que quand on a des taux à 1%. Est-ce qu'on peut favoriser plutôt les plus modestes ou peut-être un peu moins les plus modestes, mais ceux qui sont en capacité d'emprunter? Et élément essentiel vis-à-vis notamment de la discussion avec Bercy, c'est puisque c'est une enveloppe prévisionnelle, hein, de toute façon, quelle est l'enveloppe prévisionnelle qu'on veut y consacrer et comment on va piloter pour savoir combien on va pouvoir en faire. Ça, c'est de la mécanique, mais c'est de la mécanique fine à mener à mener en grande discussion de franchise entre Bercy et le ministre de Logement. Et puis, l'avantage du PTZ, c'est qu'on peut y revenir. On peut y revenir assez vite. Moi, je voulais simplement là faire un peu un ancien combattant. En 2014, on s'y est repris à 2 fois. Hein. Il y a eu juin 2014 et après, il y a eu août 2000. Et d'emblée, on a senti que ce n'était pas suffisant en juin. Donc, en plus, c'est un outil qui a beaucoup d'avantages vis-à-vis de l'Europe. Donc, vraiment, la mise en œuvre est extrêmement importante. Et qui concerne pas que le neuf, on le rappellera, oui, absolument. Aussi, hein. Mais voilà, il peut s'adapter à toutes les situations qu'on veut politiquement et économiquement favoriser. Donc vraiment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire, des économies budgétaires. Sur la refonte de la fiscalité, vous en avez parlé en ce qui concerne les revenus locatifs. Je reprends là aussi, vous dites, ça a été dans le conclusionnaire, pour la rendre plus simple, plus lisible, plus juste. Vaste programme. Déjà, et ça fait longtemps que j'ai jamais compris pourquoi, et c'est un des regrets que j'ai, pourquoi est-ce que depuis longtemps on dit que les meublés touristiques, notamment, on le voyait bien à Paris, hein, la fiscalité des meublés touristiques et la fiscalité des meublés tout court se faisaient au détriment de la location de Covid. Et c'est tellement évident. Alors là, pour le coup, on se parle entre nous, enfin, je veux dire à 1000 personnes.
pourquoi Bercy n'a jamais voulu aller sur ce sujet pour lequel il a été interrogé de nombreuses fois et au plus haut niveau. Vraiment, et là, il faut au moins aligner les 3 fiscalités. Et moi, j'irais même plus loin. Actuellement, il faut favoriser la location de locaux vides, surtout que maintenant, on va supprimer le Pinel. Donc, ça aussi, c'est un sujet. Sur un point sur le renforcement de notre modèle de logement social, dans le cadre d'un compact de confiance, vous avez dit que vous n'en pouvez pas en dire plus. Je comprends. Cela dit, vous le savez mieux que moi, 2 millions de demandeurs de logement social avec des revenus qui sont faibles. Donc, on a besoin de produire, et là, c'est un peu ma réserve, on a besoin de produire plus de logement social que de logement intermédiaire. Parce que justement, alors, là, j'en discutais avant avec M. de Kerangal sur est-ce que le serpent de mer de retour des investissements institutionnels va se faire sur le résidentiel. On va y revenir. On le souhaite. Simplement, moi, je parlerai du côté des besoins, si je puis dire. Pour avoir été à la ville de Paris, essayer de placer des logements PLS dans le 18e arrondissement, le 20e, c'était déjà compliqué. Est-ce qu'on a vraiment un marché du locataire en logement intermédiaire? Le terme étant d'ailleurs un peu techno et à mon avis, il faudrait déjà lui donner un peu de corps sur le... Mais est-ce qu'à part à Paris, et maintenant on n'est plus dans les 70, il n'y a plus tellement d'opportunités, c'est un produit de niche. Enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est un produit de niche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du locatif, hein, au contraire. C'est les conditions d'accueil de n'importe quelle métropole, c'est qu'il faut qu'il y ait avoir du locatif. Néanmoins, et en revanche, est-ce qu'une des opportunités, ça ne serait pas avec les HLM, d'augmenter leur capacité d'action, puisqu'ils ont plus beaucoup d'argent, mais ils en ont eu, ils peuvent en avoir, d'ouvrir sur un champ au-delà du logement social. Enfin, dernier point. Non, vas-y, je t'en prie. Dernier point sur lequel je voulais insister, c'est sur ce que vous avez dit, qui me paraît absolument essentiel, c'est responsabiliser les collectivités locales. Ce sont les maires qui délivrent les permis de construire, c'est eux qui font les PLU, etc. L'État est extrêmement important, vous l'avez dit, je pense que moi, je n'ai rien à rajouter sur ce que vous avez dit sur le rôle de l'État. Simplement, il faut que maintenant que les collectivités locales prennent leurs responsabilités et puis qu'elles en prennent la charge. Ce qui ne veut pas dire que l'État doit se désengager, loin de là, mais il doit changer de position, si je puis dire, ce qui n'empêche qu'il faut continuer à faire des aides au logement. Je crois qu'il ne faut pas, financièrement, il ne s'agit pas d'en rajouter, mais il faut vraiment que les collectivités locales se mouillent un peu. Alors, merci beaucoup. On enchaîne très vite. Christian, tu peux être l'homme des projections aussi économiques. Hein. Et puis, il y a un sujet qui est au cœur du débat avec le ministre, de son propos, mais du débat aussi avec lui, c'est la place des investisseurs institutionnels, la place des investisseurs particuliers. Je voudrais rappeler d'ailleurs que pour quelques, on va dire 50 000 acquisitions dans le neuf en défiscalisation, hein, à la louche ces dernières années par an, on a, pour ainsi dire, 3 fois plus dans l'existant aussi. Hein. N'oublions pas les ménages qui achètent dans l'existant pour louer. Hein. Donc, ces ménages particuliers, aujourd'hui, qui font l'essentiel du parc locatif privé, quelques 7 600 000 logements, versus les institutionnels. Voilà, donc je te lance sur ces 2 sujets. Et après, Marc, il est très important que le professionnel s'exprime avant que le ministre ne soit obligé de partir vers Emmanuel Cos. En fait, je vais essentiellement parler de la position des investisseurs institutionnels, parce que pour essayer justement d'être court et synthétique, on le sait, les investisseurs institutionnels ont retrouvé un appétit pour le résidentiel à partir d'à peu près 2014 et surtout à partir de 2017, mais dans un contexte financier qui était très particulier puisque c'était les taux zéro et que quelque part, on avait du résidentiel avec une rentabilité élevée et un risque limité. Or, on sait très bien que qui dit risque limité, volatilité limitée, etc., dit normalement rendement courant relativement contenu. Avec tous les investisseurs institutionnels avec lesquels je discute, aujourd'hui, ils confirment le fait qu'ils souhaitent investir continuer à investir de manière significative à l'intérieur dans la classe d'actifs de logement, avec néanmoins évidemment une période qui en ce moment est très compliquée
et qui complique votre tâche, Monsieur le Ministre, mais qui est le fait qu'on est dans un attentisme très fort, les investisseurs institutionnels attendant que les prix s'ajustent, se réajustent, et tant dans l'immobilier d'entreprise que dans l'immobilier résidentiel. Donc là, on a des chutes des volumes pour l'instant en attendant le verdict des prix. Mais ce qui est très clair, c'est que, et vous l'avez dit, la classe d'actifs reine qui était détenue par les investisseurs institutionnels, à savoir le bureau, qui représente à peu près 55% des patrimoines des institutionnels, est une classe d'actifs qui aujourd'hui pose énormément de questions sur son avenir, sur les besoins réels en bureau. Est-ce qu'on n'a pas trop de bureaux? Bien sûr, il faut des bureaux, mais est-ce qu'on n'a pas trop de bureaux, excusez-moi, dans un pays, ou en tout cas une Île-de-France qui est arrivée au terme de sa tertiarisation, et un pays qui n'est pas très loin de l'être. Et c'est vrai qu'on voit très clairement beaucoup d'investisseurs institutionnels se poser la question maintenant de rééquilibrer leur allocation immobilière et donc de diminuer la part des bureaux en faveur de nouvelles classes d'actifs qui sont plus tournées vers l'exploitation, mais surtout portées par des tendances sociétales fortes auxquelles ils attachent une importance la santé, la logistique, etc., mais surtout le résidentiel. Donc c'est pour ça que, contrairement à ce que a pu dire Frédéric, moi je pense que l'appétit des investisseurs institutionnels envers le résidentiel est quelque chose qui va durer. Encore faut-il les accompagner, c'est-à-dire notamment ils ont un besoin, notamment les compagnies d'assurance pour les fonds en euros, de rendement locatif un peu plus élevé que ce que peut offrir le résidentiel classique. Bon, il faut voir comment est-ce qu'avec un taux de TVA réduit, etc. Alors je sais que ça a des impacts sur les finances publiques, mais comment faire pour accompagner les investisseurs institutionnels qui, et c'est là un des points sur lesquels je veux insister, sont ceux qui ont les moyens financiers d'affronter les défis de demain, et notamment le défi du changement climatique. Il va falloir qu'on voit comment. Est-ce que c'est du co-investissement? Est-ce que c'est du financement? Est-ce que c'est du tiers financeur, etc. Mais il y a vraiment besoin, à mon sens, de mettre les ressources financières que peuvent avoir les investisseurs institutionnels au service de la transition climatique, parce que ce ne sont pas les seuls particuliers qui vont permettre d'affronter le défi. Je vous rappelle que le rapport Pisani-Ferry a évalué à 30 milliards d'euros les investissements à faire d'ici 2030 dans la direction zéro carbone vers 2050. Christian, deux choses quand même. Est-ce que, oui, en termes de volume, parce que oui, si on parle du parc locatif privé, oui, on parle de besoins considérables. Il y a une pression aujourd'hui sur ce parc qui est créée notamment par la difficulté d'accéder et de primo-accéder, absolument partout. Je pense qu'on la sent à Dunkerque comme ailleurs. Est-ce qu'ils répondront par des volumes réels, ou est-ce qu'on va être à la marge, ce qui est déjà très bien, mais avec une confiance nécessaire à accorder aux ménages particuliers, parce que la masse, c'est eux qui la constituent. Et il y a aussi la question de la localisation. Est-ce que les zinzins, je parle aux initiés, on les appelle comme ça avec affection, est-ce qu'ils vont aller dans une ville moyenne, voire dans des territoires ruraux où il y a une demande aujourd'hui? On sait qu'il y a un nouvel aménagement du territoire. Voilà, quantité et qualité, est-ce que sur ces sujets, on peut leur faire une confiance réelle? Alors, en termes de volume, effectivement, ils ne pourront pas permettre de suppléer les volumes d'investissement qui étaient drainés par les dispositifs fiscaux. Ça, c'est très clair. Les volumes d'investissement ces dernières années, c'était de l'ordre de 7 milliards d'euros investis en résidentiel, à la fois dans du résidentiel géré et dans du résidentiel classique, et notamment du logement intermédiaire, dans lequel ils ont pas mal investi et ils souhaitent continuer à investir. Mais c'est déjà pas mal, et je pense que si on les accompagne un petit peu, ces volumes pourraient augmenter, parce qu'en tout cas, il y a besoin de recréer une offre locative dans les cœurs d'agglomération et notamment des grandes métropoles. Alors, pour répondre à ta deuxième question, effectivement, les investisseurs institutionnels investiront principalement ou quasiment exclusivement en Île-de-France, dans les grandes métropoles régionales, et peut-être
dans quelques métropoles moyennes dont ils percevront la dynamique. Mais c'est vrai qu'ils n'accompagneront pas les territoires en déshérence où il y a aussi besoin à la fois d'investissement pour la rénovation énergétique et de la création d'une offre locative. Une question avant que Marc ne s'exprime, il trépigne à juste titre, mais avec le sourire. La proportion aujourd'hui, il y a deux chiffres. La part du logement dans le patrimoine des zinzins, SCPI, grandes foncières, et l'autre façon de voir les choses, c'est la part du parc locatif privé, au moment où on parle, avant l'expression de la volonté du ministre, consacrée au résidentiel. Voilà, sur les 6,7 millions logements locatifs privés, il y en a combien qui sont dans les mains de ces institutionnels? Deux chiffres. Pour répondre, la part du logement au sein dans le patrimoine des investisseurs institutionnels, c'est de l'ordre de 15%. Encore, mais avec des disparités très grandes entre les différents investisseurs. Par contre, la part du parc locatif privé des investisseurs institutionnels, c'est 3,2%. Donc, c'est très, très faible. Il n'empêche que alors, c'était bien supérieur avant. Ça a beaucoup diminué avec les dispositifs fiscaux destinés aux particuliers. Ça a réaugmenté, mais très légèrement. Ça va effectivement lentement. Depuis 2017. D'accord. Dernier élément quand même pour Monsieur le Ministre, moi je comprends tout à fait son souhait de décentraliser et de donner la responsabilité complète, la boîte à outils aux acteurs locaux. Je mets quand même en exergue la réticence d'un grand nombre d'élus locaux par rapport à la construction de nouveaux logements. C'est quelque chose auquel et les promoteurs et les investisseurs institutionnels sont confrontés régulièrement. Est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, inciter les élus locaux à construire plus de logements et puis leur donner, évidemment, les financements qui vont avec? Merci beaucoup. Marc Oppenheim, et puis après, avant que le ministre nous quitte, je voudrais qu'il s'exprime sur la maison individuelle. Voilà, parce que je rappelle que ça n'est pas rien dans le cœur des Français. Et j'entends qu'elle serait totalement absente de tout dispositif d'aide. Mais peut-être que Marc en aurait parlé. À toi. Oui, j'ai un point de vue qui est un peu particulier parce qu'on est à la fois le partenaire des ménages dans la constitution et la gestion de leur épargne. On est leur principal prêteur. Et pour la boîte que j'ai l'honneur de diriger, on est à la fois promoteur, property, administrateur de biens, agent immobilier, donc on exerce les professions de l'immobilier physique. Et donc, on a cette vision un peu multiface du sujet. Et je me permets d'adresser un compliment au ministre qui n'est pas de la flagornerie. Je pense que l'addition de toute une série de leviers d'action vaut infiniment mieux qu'un grand coup de barre sur l'un d'entre eux avec des effets désastreux. Peut-être c'est le premier point que je voulais un peu illustrer, c'est que les agents économiques sont tous interpénétrés. Et quand on parle des institutionnels, on parle en fait des ménages, de l'épargne des ménages. Hein. Bien sûr. C'est pas leur argent. Et donc, c'est de la poche droite, poche gauche, et éventuellement pas dans le même pantalon, c'est bien la complexité du sujet. Et donc, les bailleurs sont des épargnants. Ils ont une partie importante de leur épargne qui est constituée de ce qui fait le stock des 7 millions de logements privés alloués. Notamment pour leur retraite, on peut peut-être évoquer ce... Mais pour plein de raisons. Il n'empêche qu'ils en ont plus aujourd'hui que d'assurance vie et d'épargne liquide. Et donc, c'est de la poche droite, poche gauche. Si on a un investisseur institutionnel qui n'a pas de rendement, ou qui a un rendement qui est inférieur au livret A ou à l'OAT, bah, il n'aura pas d'épargne drainée vers ses CPI ou vers son assurance vie. Point final. Et ça s'arrête là. Et il n'aura donc pas de capacité d'investissement. Et Christian avait raison quand il parle d'enjeu. L'enjeu, si on se fait un peu de fantasme sur le retour des institutionnels, en 96, quand j'étais encore en début de carrière, j'étais un vieux banquier, maintenant avec les cheveux blancs, mais en 96, il y avait 1,3 million de logements dans le patrimoine des assureurs français, dans deux d'entre eux, qui étaient les AGF et l'UAP, qui était l'héritage globalement de la construction de Paris. Et on a tout balancé pour des raisons de crise en l'espace de 3 ans. Et ça ne reviendra pas comme ça. Si on regarde les montants à drainer pour reconstituer un portefeuille qui a un peu d'impact macroéconomique, c'est-à-dire 1 million ou 2 de logements,
On est en train de parler de 3 fois la totalité de l'assurance vie. Ça va pas revenir comme ça. Donc avant que ça ait un impact sur la vie des ménages, le retour des institutionnels, matériel, on est en train de parler de 20, 30, 40 ans, et en se posant des questions vues de l'État, qui dirait est-ce qu'on a envie d'avoir en face de soi des compagnies comme Vovonia qui ont 300 ou 400 000 logements. C'est un peu dur dans le rapport de force avec l'État, hein, ou avec les locataires. Très bien, voilà, c'est clair. Voilà, donc ça c'est un sujet. Le sujet de l'interpénétration, il n'est pas anodin. Mais il faut que les gens aient intérêt à agir. Moi, je reviens là-dessus. C'est que pour que des épargnants mettent de leur épargne vers du logement qui va bénéficier à des locataires, puisque personne d'autre peut s'y substituer, le logement social ne va pas faire 7 millions d'unités en plus, l'État ne va pas le faire, et ce n'est pas demain matin que les institutionnels vont faire 7 millions. Donc il faut que les épargnants aient intérêt à épargner et mettre une partie de leurs actifs, de la préparation de leur retraite, dans le logement privé. Et donc, il faut trouver un équilibre dans la protection du locataire et dans la protection de l'épargnant qui est le bailleur. Si on veut que les institutionnels reviennent, c'est des gens qui savent compter. Il y en a quelques-uns dans l'assistance, et c'est mes copains dans le groupe qui le font parmi les premiers d'entre eux. Il faut qu'en sachant compter, ils aient des rendements qui soient convenables. Et les rendements qui sont convenables, c'est quelques centaines de points de base de plus qu'aujourd'hui. C'est pas marginal. Autrement, ça ne marche pas, l'équation. Surtout que les coûts de gestion sont plus importants. Sur la relance, Marc, du marché du neuf, je pense spécialement à la primo-accession et au prêt à taux zéro. Là-dessus, on a du verbatim clair de la Première ministre, de Patrice Vergrit aussi, et puis il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Comment tu apprécies ce qui a été dit? Alors, sans être trop technique, mais il y a des professionnels, cette histoire de quotité qui est variable selon les territoires, hein, 20%, 40%. Il y a des demandes qu'elles soient unifiées, plutôt à 40%. L'exclusion de l'habitat individuel, j'insiste, c'est vraiment important qu'on en parle. Il y a la question de la rénovation du parc existant aussi. Ton regard là-dessus est d'administrateur de biens et de promoteurs et de financeurs. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, surtout que le ministre après, on va passer la parole après au ministre. Juste très très brièvement, le PTZ est un outil essentiel sur l'accession, et l'accession est le chemin d'accession pour les ménages modestes et pour la ruralité qui nous tient beaucoup à cœur, et pour les petites villes, c'est un truc qui est fondamental. Et donc, quelque part, il faut que cet outil reste au catalogue. J'entends très bien l'envie de l'État de le moderniser, de l'ajuster, de toucher les réglages pour qu'il coûte moins cher peut-être, pour qu'il ait le meilleur rapport efficacité-coût. Voilà. Et j'appelle de mes voeux que les réglages soient les plus intelligents possibles, mais il nous semble, le Crédit Agricole, que c'est absolument fondamental. On en distribue beaucoup. En tant que professionnel de l'immobilier, on voit bien son impact aussi. Voilà, il faut que ça reste à la gamme, et il faut que ça reste de la gamme le plus intelligemment possible. Il n'appartient pas d'en fixer les paramètres. Voilà. Ça, c'est le premier point. La rénovation énergétique, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on s'y essaye à grande échelle d'être un acteur pour pousser là-dessus. Elle passe par un dispositif qui est clair. Je vais exprimer un petit regret au ministre. On a été obligé, en notre nom, de fabriquer un site internet grand public qui donne un peu sens à tout ça, qui explique à tout le monde ce qu'ils peuvent faire, qui font des calculs de base et qui mélange les travaux, les subventions et les crédits. Honnêtement, on a fait une mission de service public. Ça m'a coûté un peu d'argent, je l'ai dépensé avec plaisir. Mais donner du sens, voilà. Ouais, mais quand même, c'est pas clair pour les gens, c'est compliqué. D'accord. Voilà, donc la lisibilité, la permanence dans le temps. Oui. C'est vrai d'ailleurs sur toutes les actions du ministre. Si l'État veut avoir de l'impact, il faut qu'il donne des règles du jeu claires qui restent dans le temps et sur lesquelles les agents économiques peuvent prendre le temps de s'ajuster. On a un ajustement de prix avec la hausse des taux. Pour que le marché s'ajuste, il faut qu'il y ait un peu de visibilité. Et il faut que le ministre reste aussi plus longtemps à son poste. Avec grand plaisir. C'est très sérieux. Peut-être Benjamin, parce que justement sur l'argent, le pourcentage de PIB consacré au logement, ou peut-être une autre question, et ensuite Patrice Vergrit qui va devoir nous quitter. J'ai la montre à la main. Benjamin, rapidement, et le ministre. Moi, l'enjeu de la rénovation énergétique, je vais rebondir. Le calendrier est un réel problème aujourd'hui pour nous, administrateurs de biens, car il va être très difficilement atteignable. Et donc, nous,
on a un souhait, c'est que ce calendrier soit effectivement revu pour qu'il soit plus réaliste. Donc, j'aimerais savoir si Monsieur le ministre envisage de revoir ce calendrier. Alors, il a parlé des FEG tout à l'heure. C'est effectivement, on va dire, les plus grands malades et ceux dont il faut s'occuper le plus rapidement et qui risquent de sortir du parc. Monsieur le ministre… Cela permettrait, Henri, excuse-moi, cela permettrait de récupérer des logements pour le parc locatif. Ce n'est pas uniquement pour donner du temps aux petits propriétaires privés. Bien sûr, c'est pour que l'offre locative ne soit pas altérée et réduite. Cher Patrice, à toi, tous azimuts, par rapport aux questions qui ont été posées ou des compléments que tu voudrais apporter. Et j'insiste sur la maison individuelle, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est pour ça. Comme je dois vraiment partir dans 2 minutes, là, vraiment, parce que j'avais 45 et donc je ne pourrais pas ouvrir le débat sur le calendrier, mais bon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Simplement, juste sur les investisseurs institutionnels, le but du jeu, c'est pas de revenir à la situation qu'on a connue à un moment. C'est pas ça le but du jeu. Moi, je souhaite pas. Le but, c'est de comporter. Et puis des investisseurs particuliers. Après le Pinel, il y en aura toujours. Quand j'ai fait ma thèse, il y avait des gens qui prenaient les dispositifs fiscaux dans une logique d'effet d'aubaine et qui auraient des investisseurs particuliers. De toute façon, les investisseurs particuliers dans le marché locatif, ça existait avant les dispositifs fiscaux et ça existera après. Donc, il y en a, à l'époque, j'avais identifié au moment du dispositif le plus incitatif, le cellier, 50-50. 50-50, c'est-à-dire qu'il n'y avait que la moitié des investisseurs particuliers qui étaient là pour l'avantage fiscal. Les autres étaient là pour l'effet d'aubaine. On était à 50% au moment du dispositif le plus incitatif. Je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être à 20 ou 25% des investisseurs qui vont arrêter parce qu'il n'y a plus d'avantages fiscaux. On sait que les réseaux de commercialisation, les banquiers, les conseillers en gestion de patrimoine ont perdu quand même un petit peu de leur superbe par rapport au glorieux temps du Robien et du Cellier. Donc le but du jeu, c'est pas de refaire venir les zinzins à un niveau temps, c'est de compenser une partie de ces investisseurs particuliers qui étaient là pour l'avantage fiscal et qui, eux, vont disparaître. Voilà, et puis on aura encore des investisseurs particuliers, j'en connais beaucoup qui vont continuer. La révision du statut du bailleur privé va permettre justement de leur donner des éléments qui permettront justement de continuer ça et de pouvoir développer. Donc, je veux pas faire des zinzins l'alpha et l'oméga. J'ai dit qu'il n'y avait aucune mesure qui visait l'alpha et l'oméga. C'est chaque mesure mis bout à bout qui doit permettre à chaque fois de compenser une partie. Et puis, je vous dis, j'ai même pas tout cité ce qu'on est en train de regarder dans le catalogue. Bon, sur la maison individuelle, puisque tu veux absolument que j'en parle. Voilà. Moi, non, mais je rentre pas par là. Ce matin, à France Info, on me posait la question, est-ce que vous êtes pour une France de propriétaires? C'est pas mon problème. Je suis pas là pour choisir ce que veulent les gens. Enfin, je veux dire, je suis en démocratie. C'est pas moi qui définis. Si les gens ont envie d'accéder à la propriété plutôt qu'être locataire, c'est leur problème. C'est pas le mien. C'est pas à moi à dire vous devez être propriétaire ou vous devez être locataire. Par contre, le ministre, il est là pour essayer de faire que les gens puissent avoir cette liberté. C'est la démocratie, c'est un principe assez basique de liberté. Et moi, ce que je veux, c'est qu'effectivement, si demain, il y a le choix pour la maison individuelle, pourquoi pas? Je ne vois pas pourquoi je la favoriserais par rapport à autre chose, je ne vois pas pourquoi. Et puis qu'il y ait des garanties quand même de développement durable et de questions j'ai envie de dire, de qualité en termes d'insertion dans le tissu urbain, si tu me le permets. Si c'est une maison individuelle à 50 km de tous les transports collectifs, il faudrait peut-être y réfléchir quand même. Bon, parce que la voiture électrique, c'est bien, mais ça va quand même consommer de l'électricité. Hein, donc, on n'en aura pas des tonnes. Donc, et là, on rentre dans une logique d'urbanisme. Et là aussi, les élus locaux doivent porter une responsabilité. Rendre les gens dépendants du prix de l'énergie parce qu'on les met à 50 km de leur travail, on sait les conséquences que ça a. Donc moi, ça veut dire, et là, c'est les élus locaux qui sont en première ligne. Hein. L'urbanisme, c'est les élus locaux, c'est pas le ministre du Logement. Donc voilà, donc moi, je suis pas là pour dire faut faire de la maison individuelle ou du collectif, etc. Moi, là-dessus, je renvoie ça, c'est des choix d'urbanisme et c'est les collectivités locales qui doivent définir le modèle. Et en tant que maire, j'ai un avis là-dessus et je construis une ville, je construis des usines sans parking, je construis un transport collectif gratuit avec plus 125 d'augmentation. Donc ça, c'est l'élu local que je suis, c'est pas le ministre. Et donc, après, à chaque élu local de bâtir son modèle de développement durable. Pour moi, il doit être durable aujourd'hui. Et c'est pas à moi, ministre, de dire, écoutez, la maison individuelle, je vais la favoriser par rapport au collectif. Je veux pas une France de propriétaires ou de locataires. Je veux donner la diversité des produits, la diversité des parcours, et que chacun puisse justement, c'est d'ailleurs
un discours, puisque Madame Lahaye, vous étiez avec Louis Besson, c'est un discours qui était aussi celui de Louis Besson, c'est la diversité des offres, des parcours, etc. Et c'est ça qui me tient à cœur. Voilà, donc moi je ne fais pas l'alpha et l'oméga, la maison individuelle, mais je ne condamne pas non plus. Mais là, je dois vraiment vous laisser. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. On te laisse aller vers la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, qui t'a précédé dans la fonction. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, bon, des réactions. Bon, le ministre parti, le débat continue entre vous. Je peux bien dire que sa conseillère spéciale suit le débat jusqu'à son terme. Hein, et donc, bien sûr, elle pourra lui rapporter ce qui sera dit loyalement, parce que quand il y a un débatteur qui s'en va, bon, tout n'est plus possible comme avant. Il ne pourra pas nous répondre, en tout cas directement. Mais vous avez chacun ouvert des sujets peut-être sur lesquels vous voulez aujourd'hui maintenant être un peu plus précis, plus complet. Marc, à toi. Peut-être un petit point autour de la rénovation pour entrer un peu et faire suite aux propos de Benjamin auxquels je souscris évidemment. On a un petit paradoxe de réglage de l'action publique, me semble-t-il, qui est pas très simple. C'est que on a un message autour de la rénovation qui est très généraliste et souvent très, dans les illustrations que fait l'État, tourné vers la maison individuelle, parce que c'est techniquement et juridiquement plus simple. On a une incitation juridique qui ne touche que les appartements, qui est l'interdiction des FEG, tout simplement parce qu'il n'y a pas de maison en location. Il y en a très peu, en effet, ce qu'on peut regretter, Quasiment pas. Il y a une demande. Quasiment pas. Et donc, la réalité des choses, c'est qu'on a un marché de la rénovation poussé par l'incitation légale qui ne touche que des appartements et des dispositifs d'aide et des dispositifs opérationnels et des lois qui ne sont tournés que vers les maisons. Et ça ne marche pas. Donc, on dira d'ailleurs que ce point-là, c'est un des paradoxes qu'il faudra quand même essayer de traiter un jour. On voit bien que les dispositifs à la fois de prise de décision copropriété, de modalités de financement, et il y a un débat entre le ministère du Logement et la chancellerie qui dure depuis maintenant 40 ans sur la personnalité morale de la copro et qui n'est pas prêt d'aboutir, de ce que je comprends, qui fait qu'on n'arrive pas à faire des financements copro. Moi, j'en rêve, hein, et je suis dans un groupe bancaire, donc voilà, ça ne marche pas. Et après, il n'y a pas de bras. Alors, attends, on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à emprunter, et après, il n'y a pas de bras pour faire. Ça fait beaucoup, quoi. Je pose une question, effectivement. Bon, l'aide aujourd'hui centrale, hein, MaPrimeRénov', mettre un nom sur cette aide, elle est populaire, ainsi que les certificats d'économie d'énergie. Tout ça est beaucoup allé à la maison individuelle et souvent sur du monogeste. Bon. Et les statistiques, en fait, sont portées par ça. Ce que tu viens de dire sur la copro est tout à fait juste, mais tu es dans un établissement financier leader sur le financement de l'immobilier, hein, très clairement. Tu l'as rappelé, tu as eu la pudeur de ne pas dire qu'en gros, vous avez un tiers du marché. Pourquoi n'êtes-vous pas présent, je ne suis pas le seul à me poser cette question, les syndics se posent cette question, sur le prêt collectif. Il y a deux enseignes, hein, essentiellement, qui font ça, et une caisse, m'a-t-on dit, de ton réseau, du réseau de ta maison mère. Pourquoi, comme un seul homme, le Crédit Agricole ou tes confrères, hein, ne vont-ils pas sur la copropriété? Je peine à le comprendre, je le dis. C'est des raisons très techniques, très bêtement, parce que plus on prête, plus on est content. Hein. Et nous, en tant que professionnels de l'immobilier, plus nos copros font des travaux, s'améliorent, etc., plus on est content. Donc l'intérêt à agir, il est clair, et il va dans le sens de faire. Le problème, c'est que c'est technique. La copro n'a pas de personnalité morale, donc on est sur une indivision de propriétaires. C'est compliqué en termes techniques pour un banquier. Et derrière, la tripaille administrative qu'il faut pour faire des prêts scindés, multifacteurs, avec des échéances, etc. Si c'est le banquier qui fait le boulot, il perd sa culotte en frais administratifs. Et s'il donne le bébé au syndic, le syndic ne veut pas le faire, il ne fait pas voter les travaux. D'accord, c'est clair. Donc, la solution, elle est simple, hein, mais elle est très compliquée sur le plan constitutionnel. C'est que ce soit la copro qui emprunte, comme dans tous les autres pays européens, et qui facture en forme de charge derrière les travaux qui ont été votés. Ça marche, c'est une ligne, c'est une analyse de risque très simple, un recouvrement très simple pour le banquier, une seule écriture pour le syndic, mais ça ne marche pas dans notre environnement juridique, et notamment, la chancellerie est très opposée dans le cadre du droit de propriété. Mais c'est le cas dans tous les autres pays européens. Hein.
Et encore une question sur les aides au financement. Bon, là, on est sur la rénovation environnementale, DécoPro notamment. Le prêt avance mutation rénovation. Bon, dans la loi, il a pris un nom. Dans le rapport Sichel, il en avait un autre, peu importe. Peut-être rappeler ce que c'était et là aussi, pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? Parce que là, vous n'êtes pas les seuls à pas en faire. Personne n'en fait. En fait, ce sujet-là, je vous donne un avis qui est très personnel. C'est que c'est une bonne idée conceptuelle. Tu l'as décrit en deux phrases pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. L'idée, c'est de faire un crédit sur le bien et pas sur la personne. Et donc de dire que l'établissement prêteur, si jamais l'argent n'est pas payé, se refera à la revente. Voilà, ou à la donation, ou au décès. Ou au décès. Avec une grosse emphase mise dans le rapport sur le décès, en disant que ce sera le sujet des héritiers. C'est une problématique qui est très compliquée pour deux raisons. La première, c'est que tout le système bancaire français et sa résilience dans les différentes crises des 30 dernières années s'est fait sur le fait qu'on ne faisait pas de prêt sur gage. Et contrairement aux pays qui se sont tapés des subprimes et autres joyeusetés, les banques n'ont jamais prêté sur la valeur du bien, ont toujours prêté sur la capacité à rembourser. Et ce changement de paradigme, il tire des fils qui sont un peu systémiques et pas très simples pour la collectivité nationale. Premièrement. Deuxième sujet, c'est une problématique éthique. Moi, j'ai été longtemps banquier. Quand on prête en disant que ce sera les héritiers qui rembourseront, au moment de la succession, on se fait Dallas à la maison. Sans parler du contentieux, qui est de dire est-ce que papy ou mamie avait toute sa tête quand il a accepté ça, ou est-ce que c'est un abus de faiblesse? Et c'est une machine à contentieux infernale. D'accord. Et donc, à titre personnel, je suis un peu réservé sur, à grande échelle, l'utilisation de cet outil. À petite échelle, ça peut servir à certaines situations, mais je trouve qu'il est quand même porteur d'un certain nombre de risques qui ne sont pas très bien visibles. Donc, je ne sais pas. Voilà, un peu réticent. Non, mais c'est très clair. On continue au Frédéric ou au Christian. Frédéric, tu avais peut-être des compléments. Tu as été très synthétique et tu as répondu à mon cahier des charges avec trois grands sujets qui ont été traités. Sur l'accession, la primo-accession à la propriété, alors tu as eu un propos très clair, effectivement, sur la mécanique de prêt à taux zéro. Il se règle facilement. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi. On peut ajuster le tir. Aujourd'hui, on rappellera qu'il y a cette histoire de quotité avec deux régimes différents prévus par le gouvernement jusqu'en 2027 pour la prolongation. Peut-être nous dire deux mots pour le décrire d'ailleurs là aussi. Et puis l'histoire de l'habitat collectif et de l'habitat individuel. Parce que le ministre dit, je ne suis pas là pour guider les Français, mais l'aide publique les guide un petit peu. S'ils ne sont pas aidés pour acheter la maison individuelle, je ne sais pas comment ils achèteront la maison individuelle. Oui, alors moi je suis plus, comme vous savez, je suis plus aux affaires, donc je ne sais plus où on en est sur les règles de la quotité, etc. Ce que je sais, je le répète, et je crois que comme Marc l'a bien dit, c'est que vraiment le prêt à taux zéro, c'est un produit magnifique, connu des Français, qui a un effet psychologique, ou même on arrivait encore à remplacer quand les prêts étaient à 1%. Il y a en termes d'apport, enfin, je veux dire, donc il faut faire travailler, faut vraiment que le ministre fasse travailler ses services pour avoir plusieurs scénarios. Et en plus, avant et après ce travail, il faut qu'il aille voir les professionnels. Je veux dire là, par expérience, en 2014, quand on a fallu qu'on repilote le PTZ, je ne voudrais pas dire, mais l'administration avait proposé exactement, enfin je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, proposait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire, parce que justement, l'objectif c'est, si on ne voulait pas dépenser, oui, il fallait faire ce qu'on nous demandait, ce qu'on nous disait à l'administration. C'est parce qu'en confrontant tous les points de vue et en faisant de la concertation avec les professionnels, qu'on a ajusté les choses et que ça a marché. Et en plus, ça marche assez vite. Cela dit, là où comme tu le dis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand il dit c'est pas à moi de choisir. Si la politique du logement, justement, elle l'oriente vers l'accession locative. Il l'a dit très bien, il y a un problème de démocratie, aussi bien sur l'accession que sur le locatif, que sur la maison individuelle ou collective. Moi, je veux dire, je me promène en France un peu, j'ai le temps. Je veux dire, on voit bien, les Français aiment la maison individuelle. Je veux dire, et tous les gens qui soient urbanistes, hauts fonctionnaires du ministère de l'Équipement, qui vilipendent la maison individuelle, ils ont tous une double résidence. Par exemple, les hauts fonctionnaires, ils ont tous une maison. Parce que, donc,
Voilà. Il a dit une chose importante, il a dit la maison individuelle, alors il n'a pas dit on va la faire rentrer dans le prêt à taux zéro, mais on n'oubliera pas son propos, je dirais, général, consistant à dire oui, c'est un habitat digne, sous condition qu'il soit sobre et qu'il ne soit pas éloigné avec la question des transports. Il a mis des critères qu'on peut entendre. Oui, absolument, absolument. Et donc, tout l'intérêt aussi de refaire de la ville sur la ville, mais tout ça, enfin, vous savez, ça a un coût énorme de démolition, reconstruction. On le voit dans les zones tendues, c'est ça qui fonctionne. Je veux dire, aussi bien en collectif qu'en maison individuelle. Donc, bien évidemment, mais il va falloir mettre de l'argent. Je veux dire, et puis, vous avez dit quelque chose de tout à fait juste sur les élus. Moi, j'adhère tout à fait à la démarche qui est la sienne. Mais les élus, actuellement, ils sont plus préoccupés d'un environnement agréable pour leurs électeurs qu'une attractivité économique. Et donc, là, on a un vrai sujet. C'est pour ça qu'il va falloir à la fois les inciter, mais à la fois leur mettre la pression. Hein, et la loi SRU, bon, c'est très bien, mais c'est un petit sujet en termes de nombre de logements produits. C'est quand même peu de choses dans les zones carencées. C'est pas à la hauteur des enjeux. Donc là, il va falloir aussi quand même qu'il y ait un peu de pression, je ne sais pas de quelle nature, sur les élus pour qu'ils acceptent de construire. Et ils ont une réticence pas seulement sur le logement social, c'est tout le collectif sur lequel ils ont de la réticence. Donc la maison individuelle, quand il s'agit de refaire leur centre-ville, ça va très bien. Mais en revanche, faire du collectif, ils ont du mal. Donc non, je pense qu'il a de la volonté, il a montré un chemin qui est très cohérent, on voit qu'il connaît son sujet, il n'y a pas de problème, il a une fibre sociale évidente, des connaissances, ça c'est certain, ça ne nuit jamais, hein, la compétence et les convictions, c'est bien. Ça nous va bien, ça nous va bien. Oui, ça nous va bien, mais le chemin va être rude. Et d'ailleurs, là aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'ils disent qu'il y a l'urgence, et puis vous le savez sans doute mieux que moi, quand le marché s'arrête, il s'arrête assez vite quand même, mais pour le faire repartir, énormément pour 2 ans. Donc la loi, heureusement, ce n'est pas une grande loi qui va s'appeler Vert-Grid, j'espère. Enfin, je n'ai rien contre les lois Vert-Grid, mais je pense qu'il faut qu'ils se dépêchent de toutes les niches possibles pour que ça puisse avoir des effets avant le prochain quinquennat. Parce que là, c'est pour ça qu'il faut faire tout ce qu'on peut faire par décret, il faut le faire. Oui, on rappellera aussi d'ailleurs, hein, c'est dit par les organisations professionnelles, demain la Fédération du bâtiment tiendra une conférence de presse habituelle, que l'appareil de production est menacé aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'il faut, s'il est cassé, quand on aura besoin de lui davantage, peut-être dans 2 ans, il sera plus au rendez-vous. Hein. C'est un grand sujet aussi, je le souligne. Ça peut être vrai pour la transaction, mais pour l'appareil de production, c'est un grand problème. Est-ce que, juste une question un peu perverse, parce que tu as été aux affaires, tu dis, si on fait mal les choses, le prêt à taux zéro, bah, évidemment, il ne coûte rien, mais il ne rend pas les services. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'idée, dans cette période de finances publiques à l'étiage, de dire on va faire semblant de faire un prêt à taux zéro, mais en pratique, il n'y a pas beaucoup de gens qui seront, et de situations qui seront éligibles. Est-ce qu'il n'y a pas un peu l'arrière-pensée? Alors, le ministre. Alors, je ne sais pas s'il y a une arrière-pensée, je ne suis pas en capacité de le dire, c'est un procès d'intention que je ne peux pas faire. Néanmoins, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme. Je l'ai dit, hein, je veux dire, c'est la mécanique fine et il faut qu'il vraiment qu'il ait bien là, tout en main, je veux dire, pour pouvoir, et je pense qu'il l'aura. Il a un excellent directeur de cabinet. Donc, je peux lui faire confiance. Absolument. On peut lui faire confiance. Qui s'intéresse d'ailleurs beaucoup aux bâtis existants et à la rénovation et aux copropriétés de longue date. Voilà, je le précise. Oui, non, mais bon, c'est évidemment important. Mais en effet, le risque, c'est de l'affichage. Et ça, alors là, on l'a dit, on le sait assez vite. Hein. On sait assez vite, parce que quand ça ne marche pas, ça ne marche pas le PTZ. Et quand tu dis il faut le passer au tamis des professionnels, je pense qu'eux le verront très vite, hein, si ça peut porter des fruits ou pas. Christian, un sujet sur l'évolution des prix. Le marché de l'existant. Il y a beaucoup de questions du chat sur le marché de l'existant. Pardon, parce qu'on a voulu que tous les sujets soient traités. Hein, bon. À la fois, ce marché de l'existant, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour lui? Il est en chute libre. Voilà, on va être clair. Moi, j'assume mon propos. Certains sont plus modérés. Je prétends qu'il y a un tiers du marché aujourd'hui qui est en train de voler un éclat. Les collectivités locales, avec les droits de mutation, le ressentent. Évidemment, la chute des crédits est à mettre en face. Hein. Donc, en gros, allez, on va dire 30-35% de mutation en moins.
est-ce qu'il ne faut pas l'aider? Est-ce que la seule baisse des prix, là c'est à l'économiste que je parle vraiment, peut relancer les volumes? Typiquement, si on a, certains le disent, dans l'année 10-15% de baisse, on en est loin, ça relancera les volumes, ça suffira. Est-ce qu'une mesure, c'est pas à la mode, on l'entend pas du tout, mais parlons aussi, rêvons un peu, hein, une mesure, on a eu la déductibilité des intérêts d'emprunt il y a longtemps, hein, on a eu des mesures sur l'existant aussi. Ton regard là-dessus, ton regard d'économiste, volume versus prix. Clairement, l'ajustement, alors je ne rejoins pas totalement les 30%, mais enfin pas loin. Moi, je suis plutôt à 20-25 et je pense que ça va augmenter. Donc ça, c'était hier. Oui, mais bon, on a vraiment effectivement une chute des volumes qui est très claire, ouais. Des prix qui commencent à baisser et nous, notre scénario central, c'est clairement une baisse des prix qui va être significative. Alors, je n'irai pas jusqu'à, enfin, au niveau national, ça peut être de l'ordre de -5 à -10, mais malheureusement, je dis bien au niveau national. Après, au niveau local, ça peut être beaucoup plus fort. Mais malheureusement, ça va prendre du temps. Et c'est ça la difficulté pour moi de ce marché immobilier, c'est que c'est un marché qui s'ajuste d'abord par les volumes et qui ensuite s'ajuste par les prix, mais ça prend beaucoup de temps. Et je crains que malheureusement, nous soyons rentrés dans une crise sur le marché du logement qui va durer 3-4 ans, quoi. Et donc on sait bien que, effectivement, comme le disait le ministre, il y a besoin de mesures d'urgence dans un premier temps, même si par ailleurs on repense aussi le logiciel général de la politique du logement. Mais clairement, l'ajustement, je pense, va être significatif. Et est-ce que tu penses, parce qu'il y a une petite musique dans le secteur, consistant à dire, eh bien, on est monté à 1 200 000 transactions, 1 million l'année d'avant, c'est des gros effectifs, hein, on va dire, par rapport aux années antérieures. Ben, finalement, on vivra très bien avec 30% de transactions en moins. Est-ce que c'est ton regard? Alors, on n'est pas que sur l'économie, là, on est sur la démographie, on est sur beaucoup d'autres considérations, la sociologie. Mais est-ce que, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train de réécrire l'histoire en disant, ben, finalement, voilà, on se portait très bien avec un moindre volume de transactions? Oui, mais quand on le rapporte à la population française, on est peu ou prou au même pourcentage. Hein. Quand on est à 1 million, par rapport aux 800 000 d'il y a 10 ans, c'est à peu près le même pourcentage que de la population française. Donc, moi, je ne crois pas que si on redescendait à 700 000, par exemple, ça n'ait pas des effets difficiles, profondément difficiles sur les ménages français, enfin des difficultés de se loger qui seront catastrophiques, quoi. Bien sûr. Marc, c'est ton regard. Pardon, moi je t'en prie. Juste rajouter un petit point. Tout à l'heure, le ministre a dit qu'effectivement, il ne s'agissait pas de remplacer les investisseurs institutionnels, enfin de remplacer les investisseurs particuliers par les institutionnels. Il a tout à fait raison. J'avais juste envie de… Moi, il me semble aussi qu'on rentre dans une ère où on va changer de logiciel, et je pensais aux investisseurs et aux promoteurs ensemble, dans le sens où il me semble que chez les promoteurs, la part de la transformation d'actifs existants, par exemple de bureaux en logement, ou la restructuration d'actifs existants va devenir de plus en plus importante. Or, ça demande plus de temps, ça demande plus de capital. Et j'avais envie de demander à Marc s'il pensait que c'était effectivement, ça demandait une transformation du business model du promoteur. Alors, très bonne question, d'autant que, pour être très clair, hein, je parlais de casse sociale. Il y a aujourd'hui, dans la profession de promoteur, un désarroi qui renvoie à des questions sur le modèle économique. Hein, c'est tout à fait juste, hein, au-delà de la gestion d'une entreprise au quotidien par son dirigeant. Que sera demain la promotion? On entend des phrases radicales là-dessus. Hein, c'est notre profession est morte. Bon, voilà, ça veut dire telle qu'on la connaît. Est-ce qu'il faut réécrire le logiciel? C'est une très très bonne question, peut-être aussi pour les constructeurs d'ailleurs de maisons individuelles. Je suis un peu plus modéré sur mon propos sur l'ensemble de ces sujets. Même si j'aime bien les formules qui claquent, c'est toujours plus sympa. Sur les volumes d'abord.
Quand on se dit il y a 10 ans, on tournait à 800 000, on est monté à 1,2 million ou 1 million. La population française, elle n'a pas fait 20% en 10 ans. La population française, elle fait plus 0,09% par an. Donc, c'est une croissance, mais elle est quand même beaucoup plus modérée que ça. On a eu une période, si on le regarde de manière un petit peu froide, où la moyenne mobile ajustée de la démographie, elle tourne sur l'ancien à 800, 850 000 par an, 880 000, ajusté de la démographie. On a eu 3 ans à 1 million, 1,2 million. C'était 3 ans qu'il faut se le dire entre nous, professionnels qui écoutons. C'était 3 ans d'exupérance de fin de cycle. C'était pas le nouveau normal. Le besoin de mutation du parc ancien, il n'est pas à 1,2 million par an. Non. Voilà, le besoin de mutation naturelle lié à la démographie, au changement des ménages, à l'emploi, à l'héliotropisme, au vieillissement de la population, il est tendanciellement à la hausse. C'est bien pour ça qu'on a un problème de marché et d'offre de demande. Il est tendanciellement à la hausse alors que le stock n'est pas à la hausse à la même vitesse. Ça, c'est clair. Est-ce que 1,2 million, c'est le nouveau normal? Non. Non. Voilà, donc je ne sais pas où est le point d'équilibre. Le marché surréagit toujours à la baisse, toujours. Donc il va peut-être baisser un peu plus que ce qu'il devrait par rapport à son niveau de besoin naturel de la population. On ne l'espère pas, on espère que ça sera rapide. Je suis un peu comme toi, Christian, j'ai tendance à penser que la réaction d'ajustement, elle est toujours un peu lente. Maintenant, le besoin structurel, on n'a pas parlé avec le ministre, mais ça aurait été un sujet intéressant sur l'action de l'État stratège. Moi, je ne crois pas à la décentralisation poussée sans droit et devoir. Or, aujourd'hui, on voit bien que l'intérêt à agir des maires, globalement, y compris électoral, c'est de ne pas construire. Donc, on ne satisfait pas les besoins de la population. Frédéric l'a dit, je crois. Voilà, je suis d'accord. Donc, juste je reviens là-dessus. Il y a un ajustement à la baisse du marché qui est brutal. En volume. Le temps que tout le monde s'ajuste, y compris les professionnels, c'est compliqué pour tout le monde. Mais combien ça va coûter? Et ça va coûter de l'argent, et ça aura de la casse sociale, et ça crée de la frustration dans les ménages. Il y a tout plein d'effets. Donc, ce que dit le ministre, qui est pour moi une très bonne nouvelle, c'est qu'il dit « je ne crois pas à l'ajustement par le marché tout seul ». Alors, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on l'a entendu. Je ne l'ai pas provoqué. C'est pas la thèse que j'ai vue de certaines productions d'appareils d'État. C'est ce que j'allais dire. Qui militent pour un ajustement brutal du marché. En haut lieu, on a entendu que le marché pourrait sécréter ses anticorps. Voilà. Donc, moi, je trouve que sa position est très bonne. Si on peut adoucir, assouplir, accompagner, raccourcir le cycle, parce que le cycle d'ajustement, si on le laisse naturellement, ça peut être du 3, 4, 5 ans. Et ça, c'est très mauvais pour l'économie, le PIB, la construction, la confiance des ménages. Il y a plein d'effets sur l'effet richesse qui sont bien documentés. Et donc, sur la consommation. Et les finances c'est pas bon. Et les finances et les finances locales et les finances nationales. Donc, c'est pas bon un ajustement très long. Donc, si l'État peut le raccourcir et le modérer, c'est très bien. Alors, je redis que la conseillère du ministre est là, donc voilà, elle saura lui dire, vous dites encore des choses fortes, ça lui sera… Cette parole-là, elle me paraît très importante, même si elle était très brève dans le discours du ministre. Et puis, le deuxième sujet, c'est est-ce que la promotion va s'adapter? La promotion, comme toutes les autres professions immobilières, elle s'adapte à l'environnement ou alors elle laisse la place à des gens plus agiles. Donc, nous, la part des projets de transformation, de restructuration, de gestion des friches, etc., est passée de 5% en 2007, on en est à presque 20% de notre production aujourd'hui. Est-ce que demain, ça sera 30, est-ce que ça sera 40 et combien de temps ça mettra? J'en sais rien. Maintenant, on va le dire, et c'est une incitation à tous les confrères qui nous écoutent, les bons et qui s'adaptent, ils seront bons, ils vont s'adapter. Puis les gens qui pensent que rien n'a changé, ça va être plus difficile. Benjamin a levé la main, mais je te relance juste sur un point. Là, je parle aux promoteurs et aux financeurs aussi de la promotion que vous êtes. La densification, ça peut concerner même l'habitat individuel et justement les conditions de sobriété. Est-ce que ça a du sens, singulièrement en situation de donner plus de responsabilités aux maires, qui de toute façon délivrent les permis de construire? Est-ce qu'on va densifier pour mieux respecter le ZAN et parce qu'il y a des besoins en volume, il va bien falloir y répondre? C'est un problème de droit et devoir, là. On revient sur ce que disait le ministre, qui est de dire qu'il faut que les élus prennent leurs responsabilités. S'ils ne veulent pas construire de logements, il faut qu'ils expliquent à leurs électeurs que c'est à cause d'eux que les prix montent. Maintenant, c'est compliqué parce qu'ils ont une partie des devoirs autour de l'urbanisme, mais c'est partagé avec l'Interco.
Ils ont une partie des responsabilités avec la programmation, quand on fait l'estradette et autres joyeusetés de Scott, avec le département ou la région, et ils n'ont pas les billes. Ils ont une partie des infras nécessaires à supporter plus de logements, mais pas tout dans leur budget. Et donc, le vrai sujet pour moi du ministre dans l'équilibre droit et devoir, c'est que la collectivité territoriale, je ne sais pas quelle est la bonne maille, mais si elle n'a pas toutes les billes, elle devient schizophrène. Et quand on est schizophrène, on arrête. Et c'est ce qui se passe en France. La problématique globalement d'aménagement qui ne marche pas, c'est qu'on a réparti les responsabilités de manière croisée. Et donc, globalement, celui qui décide n'a pas les moyens d'assumer ses décisions, s'il décide de construire, donc il ne décide pas. Et on ne construit pas. Benjamin, tu as levé la main plusieurs fois, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, merci Henri. Moi, mon enjeu, c'est une question pour Marc. L'enjeu aujourd'hui des crédits immobiliers. La difficulté, c'est que les Français, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas acheter, c'est qu'ils ne peuvent plus. J'évoquais les primo-accédants. C'est le parcours du combattant. Aujourd'hui, nous, on vit sur un marché, dans une réalité où on a des gens, des particuliers qui ont envie, mais qui ne peuvent plus. Et ça crée un vrai problème, un problème sociétal. Ils ne peuvent pas accéder à la propriété. Est-ce que tu penses, tout à l'heure, très clairement, hein, sa démonstration a été claire, Marc, mais je crois que Christian est souscrit, qu'effectivement, on a vécu 3 années en termes de volume dans tout le pays, d'exception, sous-entendu. Je vais citer, c'est le président de Guy Hockey qui disait on passe d'un marché de confort à un marché de besoin. Bon, je retraduis, hein, c'est-à-dire en clair, il y a des acquisitions qui n'étaient pas nécessaires et on les a faites. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas parfaitement convaincu par cette thèse, mais Benjamin, tu es un transactionnaire aussi, alors, à Paris en l'occurrence, mais voilà. Est-ce qu'effectivement, les taux bas, le crédit plus accessible a permis des projets qui devaient se réaliser et qui vont être pénalisés aujourd'hui, ou est-ce que des ménages vont dire bah, c'est vrai, ça nous aurait fait plaisir, mais ce n'est pas un problème, on est bien là où on est? Mais évidemment que non, on n'y croit pas. Aujourd'hui, quand on a des particuliers qui louent des appartements avec des revenus extrêmement importants, qui auraient normalement sur un marché classique les moyens d'acheter. Et ils viennent engorger le marché locatif. Mais évidemment. Et ils disent, on n'a pas à cause des taux, on n'a pas les moyens d'acheter. Et ça, c'est pas sain. Et on a eu un refus de crédit. Et donc ça, sincèrement, il y a une incohérence, à mon sens, à rendre le marché inabordable pour tous. Marc, peut-être un petit point là-dessus. Il y a eu un phénomène d'ajustement un peu compliqué qui a duré, on va dire, 6-8 mois. Ce qui est insupportable pour les ménages qui ont un projet pendant ces 6-8 mois, mais qui est à l'aune de l'action publique. Là aussi, il faut prendre un tout petit peu de… Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'autorité de régulation prudentielle qui a rappelé la profession à l'ordre en disant qu'il y avait des critères à respecter en termes de risque pour emprunter. Il date de fin 2019, on le rappellera. Voilà, qui ne devait, dans un premier temps, que limiter globalement les gens très modestes qui se trouvaient solvabilisés par des taux très bas et qui, avec des taux plus élevés, leur projet tenait plus la route. Bon, ça, c'est une réalité économique. Ce sont des ménages qui n'empruntaient pas avant, qui ont pu emprunter quand les taux étaient à zéro, et quand les taux ne sont pas à zéro, c'est plus difficile. Cette partie-là du marché, elle est venue temporairement gonfler le rythme des acquéreurs et s'est retirée. Bon, ça, c'est un peu l'ordre des choses naturelles. Il y a eu malheureusement un dommage collatéral de la réglementation, c'est qu'ils ont ajusté les curseurs techniques et ils ont pris dans leur filet des gens, comme le disait Benjamin, qui étaient des acquéreurs avec des revenus raisonnables et qui pouvaient prétendre à un projet d'acquisition. Voire plus que raisonnable. Voire aisé, et qui, pour des raisons de critères techniques mal ajustés, ne rentraient pas dans les grilles. Injectés. Ouais. Ça a duré 9 mois. Globalement, quand j'interroge les collègues aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Alors, très intéressant. Le HCSF, d'une part, a réglé ses curseurs, et le taux de l'usure a été réglé aussi par des questions de technique. Voilà. Et donc, pendant un an, on a eu des investisseurs, notamment des acquéreurs dans l'investissement locatif,
qui se sont retrouvés coincés par des critères Banque de France, qui étaient des critères techniques. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un banquier qui n'a pas envie de faire un crédit, surtout un gaz solvable. Enfin, c'est tellement anti-économique et anti-commercial. Tu n'as pas parlé des marges. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le sujet mais ça va avec. Mais ça va voilà. avec. Mais ça va avec. Personne n'a de envie de faire de l'argent. marge. Personne n'a envie de faire de l'argent. Et les critères d'ajustement, notamment du taux de l'usure, ont fait que pendant un moment, les banques perdaient de l'argent. Quand on a un commerçant, on n'a pas beaucoup d'appétit à vendre à marge négative. Bah, c'est un peu classique. Donc, ça, c'est passé. C'est à peu près résorbé, pas complètement. C'est les phases de pente élevée, de hausse des taux. Dès que les taux se régulent et que ça devient plat, les marges se reconstituent à des niveaux raisonnables. Donc voilà, donc les banques, je peux vous l'assurer, elles n'ont qu'une envie, c'est prêter. Hein. Mais Marc, moi, il y a juste un point. Hein. Quand on dit que le marché est à moins 30% en 2023, les 2 derniers trimestres, à mon avis, seront bien plus importants que cela. Oui, mais c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis, il y a quand même, il y a une partie des ménages qui a décalé ou recalé ses envies. Il y a une baisse forte de la demande. Et après, il y a des problématiques il y a des gens qui ont de la demande et elle n'est pas solvable. Et après, il y a la problématique des gens qui ont été coincés dans les critères techniques, soit de rentabilité, soit de critères de risque. Cette dernière partie, pour moi, c'est un sujet d'ajustement qui est à peu près derrière nous. Le fait qu'il y ait des gens qui n'aient plus les moyens d'acheter avec des taux à 4%, alors qu'ils en avaient avec des taux à 0, tant que les prix ne sont pas ajustés, ils n'auront pas les moyens d'acheter. Ce n'est pas la question de banque. Hein. L'avis de Frédéric là-dessus est très familière des intérêts marqués pour les ménages qui ont le plus de difficultés, qui sont les moins fortunés, qui ont été incités à l'accession à la propriété. Est-ce qu'il y a eu de la casse? Est-ce qu'effectivement aujourd'hui, il est bien de dire, enfin je traduis, je déforme un peu le propos de Marc, mais finalement il y a une frange de la population, elle a accédé avec des taux bas et des robinets très ouverts. Ben finalement, aujourd'hui, elle ne passe plus, mais ce n'est pas plus mal parce qu'on était sur du risque. On a entendu ce discours sur le surendettement, hein, notamment. Oui, mais franchement, rien ne enfin, il me semble, hein, je parle sous le contrôle des gens qui sont encore, rien ne le prouve, rien ne le montre. Je veux dire, le taux en France, je veux dire, le fait qu'on justement prête en fonction de la solvabilité et non pas de la valeur du gage, enfin, tout ça, je veux dire, est assez vertueux. Enfin, je veux dire, on a en plus, les banques se souviennent des années 80. On est un des seuls pays où on a une loi sur le surendettement. Et des taux fixes. Et des taux fixes. Des taux fixes. Alors, j'ai un ancien patron qui s'interrogeait à savoir justement si, je ne sais plus si c'est une réglementation ou un principe, c'est-à-dire que les taux sont fixes en France contrairement, et donc, mais avec la possibilité, bien sûr c'est la réglementation, pardon, de les renégocier si les taux baissent. Et donc, est-ce que ce n'était pas un moyen de pression auprès des pouvoirs publics actuellement de revenir sur cette règle, c'est de dire on continue, on prêtera. Moi, je pense que c'est un peu du complotisme de sa part, mais voilà, moi, je n'y crois pas trop. Alors après, il y avait une autre question, c'était est-ce qu'il n'y a pas de concurrence sur d'autres marchés des emprunts, les prêts aux entreprises, etc. Est-ce que le parent pauvre, c'est maintenant le prêt immobilier pour les raisons, notamment parce que les prix ne sont pas encore ajustés. Je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas. Non, franchement, il n'y a pas d'intérêt. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de cas, évidemment. Mais le surendettement, en accession à la propriété, ce n'est pas un sujet français. Voilà. Je partage, c'est juste une question de budget. Hein. C'est qu'aujourd'hui, quand votre crédit immobilier, la mensualité est plus chère à cause des taux d'intérêt qui sont plus élevés, bah, ça ne passe pas dans le budget, c'est tout. C'est pas. Est-ce que tu penses aussi, la question on l'a plutôt à Christian d'ailleurs, je pense que c'est le plus titré. L'inflation, qu'est-ce qu'elle devrait faire? On parle de cette durée longue, longue pour un ménage, pour une entreprise, 3-5 ans, ou peut-être moins, parce que des aides publiques viendraient, comme l'a dit Marc, accélérer la résorption du problème. Imaginons qu'on soit sur les 3, 4, 5 ans, que devrait être l'inflation? On sait ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle devrait se stabiliser entre ce qu'on a connu, c'est-à-dire rien, je parle des taux d'intérêt, et puis l'inflation, les taux d'intérêt, les deux, et puis ensuite se stabiliser. Deuxièmement, est-ce que les salaires
on a vu qu'ils avaient augmenté en moyenne. Alors, c'est des chiffres de l'INSEE, je ne suis pas sûr que tout le monde le ressente dans ces entreprises. On est à 4,5% dans les 12 mois passés d'augmentation des salaires, donc c'est historique. Est-ce que les salaires vont venir couvrir aussi l'inflation et donc on n'en souffrira plus ou pas? Ton regard là-dessus. Et ensuite, on va très vite aller vers la sortie parce que le temps a tourné. On a encore 200 personnes avec nous, je le dis. C'est toute la question, hein, quand même. Alors, nous, on considère que on ne reviendra pas dans un monde d'inflation à 2%. On pense qu'on sera plutôt durablement, s'inscrira dans un monde d'inflation entre 3 et 4%, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui militent dans ce sens-là, à commencer par le changement climatique et les dépenses et les investissements qui sont liés au changement climatique, mais également tout ce qui a trait à la fragmentation de notre monde et à la relocalisation d'un certain nombre d'éléments des chaînes de valeur mondiale dans les pays européens. Et ça, c'est porteur de hausse des coûts et donc d'inflation qui nous semble assez structurelle, en tout cas assez durable. Et puis, vous avez un troisième élément qui est peut-être plus conjoncturel, mais enfin quand même, c'est une Chine qui aujourd'hui qui a alimenté la désinflation pendant 20 ans, entre 2000 et 2015-2020, et qui aujourd'hui l'alimente beaucoup moins. Donc, à la limite, peut-être que d'autres pays prendront la suite, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, donc, nous, on pense qu'on est dans un régime d'inflation entre 3 et 4. Ce n'est pas forcément mauvais pour l'immobilier, c'est même plutôt bon pour l'immobilier si ce n'est pas plus élevé que ça. C'est ça. La difficulté, c'est la transition. Et c'est ce qu'on a. C'est ce que disait Marc. Ouais. La transition, en ce moment, elle est difficile à vivre parce que, voilà, un monde entre 3 et 4%, on a connu ça et on a très bien vécu avec ça. Des taux à 3, 4%, 5%, on a connu ça et on a très bien vécu avec ça. La grosse difficulté, c'est la transition de passer de 1 à 5, qui est difficile pour l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup. Je vais, en ce qui me concerne, remercier le petit millier de participants professionnels, mais aussi responsables publics, journalistes, enfin on a un public très large qui ont été au rendez-vous de cette histoire un peu particulière avec le ministre. Il y a encore près de 200 personnes avec nous, je le dis à ceux qui viennent de parler, vous ne l'avez pas fait devant une salle vide. Je crois beaucoup de franchise de chacun d'entre vous et un propos très responsable aussi. Hein. Voilà, on n'était pas là pour faire des suppliques sans considération des limites que le ministre peut avoir. Je crois qu'il a eu un propos qui a été apprécié. Hein. Alors, le chat était très très riche. Vous avez été apprécié, le ministre aussi, on lui dira. Et je laisse à Benjamin le mot de la fin et le soin de nous donner la date du prochain cercle. Faut mettre votre... Benjamin, ça fait 3 ans, normalement, tu devrais savoir qu'il faut appuyer parce qu'on ne t'entend pas, Benjamin. On ne sait pas lire sur les lèvres. Merci évidemment à tous les débatteurs. Merci à Monsieur le ministre. Je pense que c'était encore une conférence extrêmement intéressante et je pense qu'un grand nombre de choses ont été dites et ça méritait d'être le cas. Je voudrais en profiter pour vous rappeler la prochaine conférence qui aura lieu le 17 octobre. Et très prochainement, on vous en donnera le thème. Merci encore et bonne soirée à tous. Mais on a mis la barre très haut et on ne va pas la baisser. Voilà ce qu'on peut vous dire. Merci encore. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. D'avoir été avec nous.